Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui reste souvent dans l'ombre. Une histoire pourtant incroyablement vivante, complexe et sophistiquée. On va le faire en s'appuyant sur le travail révolutionnaire de l'historien Cheikh Anta Diop, pour déconstruire ensemble les mythes qui collent à la peau de l'Afrique précoloniale. Bon, allons-y. Cette citation de Diop, elle dit tout. C'est pas juste une leçon d'histoire, c'est une véritable mission de sauvetage. Diop nous invite à redonner vie à un passé qui s'étend, selon lui, sur 2 millénaires. Un passé qui a été comme congelé, simplifié à l'extrême. Allez, on commence par le cliché le plus tenace. L'idée que l'Afrique précoloniale, c'était juste un ensemble de petites tribus un peu désorganisées, sans vraie structure politique. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a ce mythe des tribus, et de l'autre, la réalité, prouvée par les documents. Des empires immenses, centralisés, comme ceux du Ghana, du Mali ou du Songhai. Des empires qui ont dominé l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles, bien avant que de nombreuses nations européennes n'atteignent leur apogée. Et attention, ces empires, c'était pas juste des conquêtes de territoire. Non, ils avaient vraiment tous les attributs d'un État moderne et organisé. On parle d'armées permanentes avec de la cavalerie et même des flottilles sur le fleuve Niger. L'administration était hyper complexe, divisée en véritables ministères. Il y avait des sortes de constitutions qui limitaient le pouvoir du roi et un système de justice professionnelle avec des juges spécialisés. Et ça, c'est peut-être le plus bluffant. Ça montre un vrai génie politique. Dans l'Empire Mossi, par exemple, le chef des esclaves de la couronne, le Rassam Naba, était en même temps ministre des Finances. C'était l'un des conseillers les plus puissants de l'empereur. Franchement, imaginez ça dans l'Europe du Moyen-Âge. C'était une manière incroyable de s'assurer que le pouvoir ne restait pas que dans les mains de la noblesse. Bon, passons maintenant au deuxième grand mythe, celui d'une économie primitive qui se basait uniquement sur le troc. Et là encore, la réalité est tellement plus riche. Alors oui, le troc existait dans certaines zones, mais le cœur économique de ces empires battait au rythme d'un commerce super dynamique, super structuré, avec plein de caractéristiques qu'on pourrait qualifier de modernes. Pour financer toute leur administration et leur armée, les rois ne comptaient pas sur des échanges au petit bonheur la chance. Leurs revenus venaient de sources très bien organisées. Il y avait des droits de douane sur tout ce qui rentrait et sortait du pays, des impôts étaient collectés de façon systématique, les mines d'or bien sûr, légendaires, étaient une source de richesse énorme. Et enfin, le butin des expéditions militaires venait remplir les caisses. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tous les éléments d'une économie sophistiquée étaient déjà là. Différentes monnaies circulaient, les kouris pour les petits achats, le sel ou la poudre d'or pour les grosses transactions. Des douanes très strictes contrôlaient les frontières. Des villes comme Tombouctou ou Djenné étaient de véritables carrefours commerciaux internationaux, et il y avait même une classe de marchands professionnels, comme les Wangara, qui sillonnaient le continent. Et pour avoir une idée de l'échelle de tout ça, ce chiffre est juste ahurissant. 40 000. Au Xe siècle, donc, un voyageur, Ibn Khal, raconte avoir vu une reconnaissance de dette pour 40 000 dinars or. C'était une fortune colossale pour l'époque. Ça montre un niveau de crédit et de confiance commerciale qui était parfois même supérieur à ce qu'on trouvait à Bagdad. Et tout ce dynamisme économique, ça reposait sur un pilier essentiel, la stabilité et la sécurité. En 1353, le célèbre voyageur Ibn Battuta, après avoir traversé l'empire du Mali, écrit ça. Une telle paix sociale, c'était la condition indispensable pour que le commerce puisse prospérer. On arrive maintenant au dernier mythe, et franchement, c'est peut-être le plus insultant. Celui d'une Afrique sans écriture, sans éducation, sans aucune vie intellectuelle. Oubliez l'image d'un désert intellectuel. L'Afrique de l'Ouest abritait des centres de savoir qui étaient connus dans le monde entier. La ville de Tombouctou, en particulier, était une véritable capitale de la connaissance, qui attirait des étudiants et des savants de partout. Et l'enseignement qu'on y trouvait était tout sauf basique. Le programme de l'université de Sankoré, à Tombouctou, était tout à fait comparable à celui des plus grandes universités européennes de l'époque. On y étudiait le trivium classique, la grammaire, la logique d'Aristote, la rhétorique, mais aussi le droit, la jurisprudence, la théologie, à un niveau très, très poussé. L'infrastructure pour l'éducation était juste impressionnante. À son apogée, la ville de Tombouctou comptait à elle seule jusqu'à 180 écoles coraniques. C'est là que les enfants apprenaient les bases avant de pouvoir éventuellement aller à l'université. Ça montre à quel point la culture du savoir était ancrée dans la société. Ce témoignage personnel d'un savant du XVIIe siècle, Abderrahmane Es-Sadi, rend toute cette vie intellectuelle très concrète, très humaine. On y voit un système de diplôme officiel, une relation forte entre les profs et les élèves, et surtout une vraie culture de la recherche, où le travail des étudiants était valorisé et même cité. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les archives? Il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. En fait, la conclusion est limpide. Le travail de Diop vient remplacer les vieux clichés par une réalité bien documentée. Premièrement, on a une organisation politique complexe, avec de grands empires,
Deuxièmement, une économie dynamique, avec de la monnaie, du crédit, du commerce international. Et troisièmement, une vie intellectuelle foisonnante, avec des universités et une vraie culture de l'érudition. L'idée vraiment essentielle à garder en tête, c'est que l'Afrique précoloniale n'était pas un continent immobile, comme figé dans le temps en attente que l'histoire commence. C'était un monde de dynamisme, de stabilité, d'innovation, avec des structures sociales qui ont fonctionné et prospéré pendant presque 2000 ans. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale en fait. Si cette histoire, si riche, si complexe, prouvée par les documents, a existé pendant 2 millénaires, pourquoi a-t-elle été à ce point effacée de la mémoire collective? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.